Troisième sujet difficile, ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'aller voter. Le Parlement européen, ça sert à rien. Les députés européens, vous aurez beau en avoir, vous n'aurez pas de pouvoir. Vous allez y avoir droit à ça, beaucoup y compris, et ça c'est autant les deux premiers. Là c'est un cas piégeux parce que dans nos propres rangs, et parmi les gens qui ont voté pour Jean-Luc en 2017, vous en avez plein qui pensent ça. Et j'y viens, mais sur la question de l'abstention dans nos propres rangs, j'y viendrai en conclusion. Simplement, à quoi serviront les députés européens de la France Insoumise? Ils serviront à peu près à la même chose que les députés France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et donc le principal argument à utiliser, c'est de dire, si vous aimez le travail des députés FI à l'Assemblée nationale, envoyez un maximum de députés France Insoumise au Parlement européen. Et donc, il y aura quoi? Il y aura une activité de tribun, c'est-à-dire que, selon une expression à la mode, on va leur pourrir l'hémicycle. Entendez-moi bien, j'emploie bien sûr cette expression au sens courant qui est on va casser leur situation installée en faisant des interventions en hémicycle qui claqueront à chaque fois comme un coup de pistolet dans un orchestre pour briser ce consensus mou entre les démocrates sociaux et les sociodémocrates, parce que le Parlement européen à l'heure actuelle fonctionne comme ça, et bien il y aura nous. Il y aura nous, et à chaque fois qu'on prendra la parole, ils entendront autre chose, ils entendront la voix du peuple au sens où nous entendons, nous, le peuple. Avec des propositions systématiques. Bien sûr, ça va de soi. Il ne s'agit pas d'érupter. Il s'agit d'être tribun. Pourquoi j'ai dit tribun? Parce qu'au sens de la Rome antique. Les tribuns étaient, à l'époque de la République romaine, les représentants spécifiques des intérêts du peuple, distincts des intérêts des dominants. Et j'ajoute que, parce qu'ils avaient ce rôle, leur personne était sacrée. Et deuxième activité, une activité, tu l'évoquais tout à l'heure, de lanceur d'alerte. Alors pas au sens des gens qui dans leur entreprise ont le courage de faire sortir de manière dangereuse des informations d'intérêt général et derrière ils vont se prendre des procès, etc. C'est pas en ce sens-là. C'est simplement au sens que les députés européens seront de droit au cœur de la machine qui prépare les prochaines mesures antisociales et anti-écologiques au Parlement européen qui ensuite ruissellent dans les pays membres. Bien. Et donc, nous pourrons très en amont alerter les opinions publiques, les associations, les collectifs, les militants, etc. Parce que nous serons dans la place pour faire ce travail-là. Deuxième rôle, tribun, lanceur d'alerte. Troisième rôle, parce que c'est quelque chose qu'on adore faire de manière générale, démasquer systématiquement par l'alerte publique, l'activité des lobbies au Parlement européen. Le meilleur exemple de ça, de toute façon, toutes les cases que je vous cite, Omar Gil l'a fait, donc ça tombe bien. Et là, par exemple, c'est son rapport sur le lobby du tabac. Faire des coalitions, alors des coalitions à géométrie variable, donc des coalitions ad hoc, selon le sujet. C'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord, nous avons de nombreux désaccords avec les autres forces politiques qui seront au Parlement européen, bien sûr, mais selon les sujets, nous sommes en mesure d'avoir des coalitions soit très substantielles, soit carrément majoritaires. Encore une fois, Omar Gil le fait, son socle de départ quand il le fait, c'est qu'il est 1. Bon. Et il arrive, il a fait le coup plusieurs fois, à avoir un amendement, qui une résolution, etc. Et donc, faire des coalitions ad hoc selon le sujet pour faire passer tel ou tel vote au Parlement européen. La preuve que c'est possible, c'est qu'on a un député européen France Insoumise, et il l'a déjà fait, et il l'a fait plusieurs fois. Ensuite, dernière utilité des députés européens France Insoumise, outre leur activité dans les commissions d'enquête, dans les commissions du Parlement européen, pareil, essayer d'avoir des coalitions, faire passer nos idées. Les commissions ont un rôle de contrôle, et donc les questions d'un député européen France Insoumise qui fait partie des gens qui interrogent, par exemple, telle personne pressentie pour devenir commissaire européen, ne sont pas du tout les mêmes questions que l'ordinaire des députés européens. Donc c'est une bonne chose en soi. Là, c'est plus le boulot de procureur. Et enfin, il y a forgé avec les députés européens des autres forces de la coalition Maintenant le Peuple,
forger une internationale insoumise, européenne. La sixième. En quoi... Quelqu'un a dit la sixième? Bon, c'est bien. Et cette internationale servira à préparer le travail, enfin, à avoir des habitudes de travail collectif en attendant que la camisole se déchire quelque part. J'aimerais que la camisole se déchire en premier en France, mais si c'est en Espagne ou ailleurs, je ne serais pas particulièrement déçu. Hein. C'est juste pour dire, l'idée c'est que nous soyons déjà une coalition internationale et internationaliste, prête pour s'épauler par rapport aux prises de pouvoir de notre camp dans les différents pays, sachant qu'à partir du moment où ça arrive dans un gros pays, n'importe lequel, on peut raisonnablement anticiper un effet domino. Alors, je conclus sur 3 conseils, et ensuite je prendrai les questions, s'il y en a sur ce point-là, ça sert à rien. Ah oui, pardon, j'oubliais. Ça sert à rien parce que le Parlement européen n'a pas de pouvoir, je viens de vous lister tout ce qu'on peut faire, et les directives européennes, elles existent, et on peut faire des amendements à des directives européennes, donc s'il y a une utilité quand même. Ce n'est pas parce que le Parlement européen n'a pas autant de pouvoir qu'un vrai Parlement, qu'on ne peut pas quand même y faire passer des choses, notamment modifier des projets de directives européennes, plus tous les rôles que je viens de déjà vous lister. Alors, ça sert à rien d'aller voter, en fait, vous en aurez plein qui vous diront ça. Ça sert à rien d'aller voter. Et là, à mon avis, il faut répondre, si tu votes pas, le soir des résultats, ils feront 5 minutes sur la participation très faible en disant « Oh là là, il y a une très forte abstention, c'est un signe de désintérêt pour ces élections. » Et puis on parlera plus du tout de ton abstention. Et pendant tout le reste de la soirée, on va expliquer qui a gagné. Et qui a gagné, si tu t'abstiens, Macron. Et le soir même, Macron dira en allocution, ou le lendemain, vous voyez bien que ma politique garde un socle de soutien solide, et puisque c'est comme ça, je vais accélérer. Et donc, il est indispensable d'aller voter. Tous les électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2017, a priori, sont au moins assez largement d'accord avec nous. Si ce n'est tous, au moins, la très large majorité d'entre eux ont voté pour nous par conviction. Pas tous, hein, il y a eu du vote utile aussi, hein, mais la très large majorité ont voté pour nous par conviction. Et donc il faut leur dire, ce que tu détestes en face, c'est-à-dire les politiques obligatoires de l'Union européenne, antisociales et anti-écologiques, parce que Macron ne fait que les appliquer, c'est leur lieutenant en France, ces politiques vont continuer et même s'accélérer si par ton abstention, tu laisses Macron arriver en tête. Et donc il faut une mobilisation maximale, non pas en convainquant ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je sais que c'est le mouvement qui paraît logique, mais non. Il s'agit de remobiliser ceux qui ont déjà voté pour nous. Je vais y venir, là c'est sur premier point, une réunion, n'importe quelle opération militante. Si vous faites une opération militante qui n'est pas filmée, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Comparez 2 secondes en termes d'impact une réunion publique de 50 personnes non filmées avec une réunion filmée qui va ensuite être vue, si tant est qu'elles soient ensuite, la vidéo soit ensuite montée pour enlever les longueurs, les hors-sujets, les trucs, etc. Si elle est montée à peu près proprement, une vidéo sur des thèmes intéressants, surtout si vous la découpez en extraits pas trop longs, etc. etc. Les vidéastes ont l'habitude de ces questions-là. Vous pouvez vous retrouver avec... Les vidéos permettent d'avoir de facto les mêmes conséquences que des milliers de personnes étant présentes au moment de l'événement. Et donc faire une réunion où vous avez, je sais pas, quelques dizaines, ou mettons 100 personnes, 200 personnes, si derrière c'est vu par 5000 personnes, vous vous rendez compte que vous avez quand même rempli un petit stade. Eh oui, quand même. Et donc, j'insiste, un événement que vous organisez qui n'est pas filmé n'existe pas. Pareil, quand vous faites un happening, une opération d'alerte par une mise en scène de ceci, de cela, des banderoles, des choses, voilà, des casserolades, tout ce que vous voulez. Ou vous allez dans tel ou tel endroit, une place publique, un marché, si vous ne filmez pas, l'impact est infinitésimal par rapport à la campagne. Un événement qui n'est pas filmé n'existe pas.
Deuxième conseil, alors filmer et bien sûr diffuser sur les réseaux sociaux, hein, c'est logique. Deuxièmement, je l'évoquais tout à l'heure, le point de départ de la communication avec les électeurs, c'est de parler de ce qui les intéresse, pas de parler de ce qui vous intéresse vous. Je vais utiliser une métaphore grivoise et je vous prie de m'en excuser, mais j'ai remarqué qu'elle est assez parlante. Par exemple, commencer d'emblée par dire voilà notre stratégie vis-à-vis de l'Union européenne, c'est une approche à peu près aussi subtile qu'en drague, commencer par quand est-ce qu'on baise. C'est une approche qui ne convaincra, dans les deux cas, que les gens qui étaient déjà d'accord. Et je reprends la métaphore de la drague parce que je la trouve parlante. Simplement, la base, le minimum, c'est d'être focalisé sur l'autre et non pas sur soi. Bien. Et donc, quand vous montez un événement, une réunion publique, des rencontres, un stand en pleine rue ou sur une place, etc., etc., ne vous demandez pas ce dont vous avez envie de parler, demandez-vous quels sont les thèmes qui préoccupent les gens. Et organisez vos trucs. Et dans le déroulé de vos trucs, posez-vous la question comment je raccroche ça à nos propositions pour les élections européennes. C'est comme ça qu'on fait. Raison pour laquelle je peux déjà vous annoncer qu'à titre personnel, je ne ferai aucune réunion sur notre stratégie européenne, quelle Europe voulons-nous, etc. Je ne ferai pas ça du tout. Mais jamais. Je ne le ferai pas. Par contre, mes deux prochaines réunions, là, réunions publiques au sens meeting, quoi. Il y en a une, c'est sur les inégalités scolaires, parce que ça préoccupe énormément les gens de l'endroit où je vais le faire, où c'est à Montreuil. Sauf que les inégalités scolaires sont aggravées par les politiques d'austérité budgétaire dans l'éducation nationale. C'est une conséquence de quoi? Le traité budgétaire européen. Vous voyez? Et la réunion suivante, c'est à Morlaix d'ailleurs, pas loin. C'est sur quoi? Ça va être sur la destruction des services publics. Pourquoi les services publics sont détruits? Les politiques européennes. Vous voyez? Et donc la porte d'entrée à Morlaix, c'est le tribunal a fermé, les agences de poste sont en train de fermer, le service de cardiologie est menacé de fermeture. Ça préoccupe les gens. En revanche, faire un meeting sur, je sais pas moi, vous vous rendez compte des politiques de marchandisation des services publics, du traité, de l'article je sais pas combien, du traité... Non, c'est terminé, vous n'aurez personne. Vous voyez? Le point de départ de vos événements, de vos interventions, c'est les thèmes qui préoccupent les gens et non pas les thèmes qui vous intéressent vous. Enfin, il y aura aux européennes entre 60 et 70% d'abstention. Je vous le dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, toutes les offres politiques, j'entends par là les grandes offres politiques, elles vont toutes diviser leur score en nombre de voix par 4. À peu près. Ne raisonnez pas en pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde ensuite les scores en pourcentage, entendez-moi bien ça. Ça veut dire que celui qui gagne, c'est pas celui qui a le plus convaincu, c'est celui qui a le moins démobilisé. Dans un contexte où, en nombre de voix, tout le monde baisse. Celui qui baisse le moins va gagner. Une fois que vous avez ça à l'esprit, quelle est la priorité de cette campagne européenne? Est-ce que c'est de convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous ou de remobiliser des gens qui ont déjà voté pour nous et qui n'ont pas forcément l'intention d'aller voter cette fois-ci? La réponse est évidente. La priorité stratégique de la campagne européenne, je dis bien la priorité stratégique, il n'y a rien au-dessus, c'est de remobiliser les gens qui ont déjà voté pour Jean-Luc en 2017. Et quelles sont les méthodes les plus efficaces pour ça? Les vidéos qui sont engageantes, filmez ce que vous faites, filmez ce que vous dites, et le porte-à-porte. Ciblé sur les quartiers où les bureaux électoraux, les résultats des bureaux électoraux montrent que c'est un quartier qui a survoté Jean-Luc. On ne survote jamais assez pour nous, c'est pas le sujet, mais survoté par rapport à la moyenne, entendez-moi bien. Voilà.
Je dis porte-à-porte et les vidéos parce que en réalité, les vidéos engageantes sur le contenu qui est porté et, encore une fois, ça, dont le point de départ est les thèmes qui préoccupent les gens, je le répète. Et le porte-à-porte, et non pas organiser un événement et attendre que les gens viennent, sont les deux méthodes les plus efficaces pour mobiliser les gens qui sont déjà d'accord avec nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? En reprenant sur ce que Thomas a dit concernant nos adversaires, ou du moins les gens qui vont nous dire ça ne m'intéresse pas, il y a un argument dont on n'a pas parlé, qui ne contredit pas ce que Thomas nous a donné comme piste, mais qui, moi, revient très souvent dans mes discussions. Les gens me disent, bon, c'est très joli, mais tu sembles oublier que si on nous dit, oui, c'est l'Europe, il n'en reste pas moins que ce sont nos gouvernements qui ont accepté telle ou telle injustice. Et même, excuse-moi, je complète, oui. Et même le plus souvent, ils l'ont impulsé eux-mêmes, voilà, en se réuniant entre eux au Conseil des chefs d'État. Voilà. Donc ma question est la suivante. Est-ce que nous pouvons profiter, lorsqu'on nous lance cette objection, pour déjà anticiper 2022 ? Oui, bien sûr, on peut. Voilà, on peut. Bah, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. Voilà, ce qu'on avait au début. Oui. Mais c'est difficile. Je pense que ce sera difficile parce qu'on va nous rétorquer, mais vous croyez au Père Noël ou je sais pas quoi. Il faut donner dans ce cas-là des exemples de cas où ça a marché. Et moi, j'utilise à chaque fois l'Irlande qui ne voulait pas de Schengen et elle a pu, sans problème, ne pas appliquer Schengen. Et encore mieux, la Suède qui est déjà dans l'Union européenne et qui à un moment dit bah, je ne passerai pas à l'euro. Et elle n'est pas passée à l'euro. Point. Et mon petit chouchou, le Portugal, oui, qui dit bah écoutez, moi finalement, votre politique économique, non, je vais faire autre chose. Oui, mais tu sais ce qu'on m'a répondu. Tu sais ce qu'on m'a répondu sur le Portugal? J'ai dit exactement ce que tu viens de dire à des amis. Ils m'ont dit oui, mais tu oublies qu'au Portugal, il y a énormément d'Allemands richissimes et d'Anglais richissimes qui sont installés dans l'Algarve, etc. Et que le Portugal a, alors ça je demande confirmation, si quelqu'un le sait, détaxer ou les retraités riches, diminuer les impôts des retraités. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça n'invalide pas ton argument. Oui, ça n'invalide pas. Ça n'invalide pas, c'est hors sujet. C'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas moi, dans l'autre sens, tu me disais, mais Emmanuel Macron fait une politique économique de droite. Mais non, attends, il y a des impôts qu'il n'a pas supprimés. Dans l'autre sens, tu vois. Le raisonnement n'est pas... Le raisonnement des gens qui t'ont apporté cette contradiction n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, par ailleurs, ils ont fait une politique pour attirer les retraités pour qu'ils s'installent, les retraités étrangers pour qu'ils s'installent au Portugal, n'enlève absolument rien au fait qu'ils ont voulu faire une politique de relance économique de l'activité, d'augmentation des salaires, de refus de l'austérité, de réparer les services publics, et que quand ils l'ont fait, bah, la Commission européenne, au début elle a dit non, vous ne pouvez pas faire ça, le Portugal a dit si, je vais le faire, et puis bah, ça s'est passé comme ça. Parce que c'est pas la Grèce aussi. Excuse-moi, mais tu as l'air de croire que les gens ne sont pas parfois entiers, extrêmement, pas fermés, au contraire, extrêmement intransigeants sur un idéal, et que c'est difficile de discuter de façon sensée et raisonnable avec, en particulier, vous m'excuserez, mais des jeunes qui sont souvent extrêmement... Moi, c'est des jeunes qui m'ont balancé ça là-dessus. Oui. Donc, c'est pas si facile que dire ça n'a rien à voir. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas du tout que c'est facile. Notamment parce que ça fait des années que je débat beaucoup dans des configurations plus ou moins hostiles. Je ne sais pas si récemment vous m'avez vu interviewé par Calvi. Oh, que vous avez vu bon. Donc, vous voyez ce que j'entends par... Il a tourné bourré que correct. Merci, c'est gentil. Mais vous voyez ce que j'entends par discussion conflictuelle. Bon. Plus les plateaux avec tel ou tel intervenant, etc. etc. Et ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord, c'est très difficile et c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a une évolution générale vers le refus intransigeant et borné, ne serait-ce que d'avoir une discussion, un débat contradictoire pour toi. C'est stupéfiant et c'est de plus en plus ça.
Je disais, c'est de plus en plus difficile d'avoir ne serait-ce qu'un débat courtois, contradictoire, mais courtois, avec qui que ce soit. C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. L'éthique du débat, simplement, l'éthique du débat se perd de plus en plus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais je rappelle que la priorité doit être non pas d'essayer de convaincre des gens qui ne sont pas d'accord, mais de remobiliser les gens qui sont déjà d'accord dans le contexte de la campagne européenne. Je ne dirais pas ça pour la présidentielle. Bien sûr. Et là l'argument qu'on mais pourrait... c'est pas tout de suite. L'argument qu'on pourrait avoir pour les retraités, c'est pourquoi les retraités partent au Portugal. Ah, pas mal. Ça. Oui, oui. Le gouvernement Macron, il fait que les retraités, ils s'en vont ailleurs. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres accords à venir pour les Européennes Que les 5 pays Ah oui, il y a des discussions, et au fur et à mesure qu'un accord est obtenu, il est annoncé. Mais par définition, tant que les discussions sont en cours, on ne sait pas ce qu'elles vont donner. En fait, moi j'ai l'intention d'expérimenter un dispositif plus interactif même que ce qu'on fait là. C'est-à-dire que dès le démarrage, tout le monde pourra prendre la parole à égalité. J'ai envie d'expérimenter, voir si ça marche. Et je pense que ça peut marcher, et j'aimerais essayer ça, en prévoyant des intervenants dont on sait qu'ils sont candidats à ceci, élus cela, ou responsables syndicales de ceci, etc. Je veux bien, mais de tester quand même des formats de réunion publique dans lesquels tous les intervenants sont à égalité, et non pas il y a des intervenants qui sont là, et puis les gens, ensuite, à la fin, peuvent, c'est même pas prendre la parole, vous avez remarqué, là ce qu'on fait c'est qu'on prend la parole. Et donc il y a des gens parmi vous qui posent des questions, et il y en a d'autres qui interviennent en donnant leur avis, ou un mélange des deux. Mais la norme des schémas adoptés, c'est vous intervenez, mais attention, vous intervenez pour poser des questions, et pas trop long. Et moi j'aimerais casser ce fonctionnement-là, en étant dans un fonctionnement intentionnellement égalitaire des réunions publiques. J'aimerais tester ça, et donc je vais le tester à Montreuil et à Morlaix en novembre, et on verra bien ce que ça donne. Si c'est la foire, et que les gens ne se respectent pas assez les uns les autres, mais j'y crois pas. Je ne poursuivrai pas l'expérience, mais si ça marche, et je pense que ça peut marcher, eh ben je continuerai les réunions publiques en ce qui me concerne de cette façon. Ouais. En termes de communication, moi je suis un petit peu gêné quand on présente les élections européennes comme contre Macron. Ah oui. Moi je suis aux Insoumis plutôt pour plein de choses, pour l'écologie, pour une autre industrialisation, pour ceci. Et quand on ramène ça à vote contre Macron, moi je me sens un petit peu, comment dire, alors, cloué. Je comprends ça. Alors, je comprends, mais j'insiste, je comprends vraiment. C'est pas juste une formule. Je comprends vraiment qu'on puisse préférer une campagne positive sur voilà la nouvelle Europe que nous proposons. Et en réalité, c'était l'autre grande orientation stratégique possible. Celle qui a été retenue, c'est de mobiliser contre Macron, en cela que Macron étant le lieutenant de la Commission européenne et appliquant les politiques européennes, c'est un vote contre les politiques européennes. Simplement, dire ce sera un référendum contre les politiques européennes est infiniment moins mobilisateur, alors que c'est la même chose qu'un référendum contre Macron. Mais encore une fois, j'entends vraiment la préférence possible, et je sais qu'il y a un certain nombre de militants qui sont là-dessus, j'entends vraiment la préférence possible pour une campagne positive au lieu d'une campagne contre. Je dis juste, voilà, le choix qui a été fait est celui-là. Et pourquoi Macron n'est pas contre les politiques de l'Europe sous sa forme actuelle? Parce que c'est beaucoup plus mobilisateur contre Macron, quand bien même il n'en est que l'exécutant. Et donc c'est la même chose. Oui. Juste pour rebondir, moi ce que j'ai retenu de cette réunion-là, si j'ai quelque chose à dire aux gens avec qui je vais parler, c'est l'idée que c'est important de voter, oui. Non seulement pour toute la liste que tu oui. as décrite, mais parce qu'il y a, aujourd'hui tu disais, il y avait un député européen, il est tout seul, oui. et pourtant tout seul,
il a réussi à changer certaines lignes. Et c'est le meilleur en plus. Donc, C'est-à-dire je que pense c'est pas nous s'il qui y le avait disons, un il a seul été classé argument meilleur. à leur dire, ces gens-là, Ouais. enfin aux gens qui hésitent, qui hésitent à voter, c'est ça. C'est, Oui, c'est que les même nôtres à bossent un déjà. seul, on y arrive. Oui, je suis d'accord avec ça. Absolument. Ouais. Oui, allez-y. Oui, bon, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais moi je voudrais savoir pourquoi y a-t-il dans la France insoumise cette peur de sortir de l'Europe? Parce qu'en fin de compte, avec toutes les différentes solutions que tu as énoncées, on sera un jour au pied du mur, c'est-à-dire qu'il faudra en sortir. Il faudra de toute façon en sortir. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Attendez, laissez-la finir. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Pourquoi on a si peur de sortir de l'Europe? Parce qu'en fait, on pourrait faire un Frexit progressiste par la porte à gauche, qui soit en rupture totale avec le capitalisme, l'OTAN, l'euro, etc. Alors, Pourquoi on a peur de le dire? alors c'est pas une question de peur de le dire, c'est que c'est pas notre programme. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif n'est pas, je vais être clair là-dessus, qu'il n'y ait pas de malentendu. Notre objectif n'est pas de sortir de l'Union européenne. Notre objectif n'est pas de sortir de l'Union européenne. Notre objectif est d'appliquer l'avenir en commun. Oui. Attendez. Et donc, tous les obstacles provenant de l'Organisation internationale Union européenne sur le fait d'appliquer l'avenir en commun, nous voulons nous en débarrasser. Et nous voulons nous en débarrasser avec plusieurs possibilités d'action. Mais est-ce que nous avons une préférence pour la façon de le faire, immédiatement la plus radicale, immédiatement celle ouvrant la crise politique la plus grave? Non. Il faut être clair. Si on peut avoir, par exemple, l'option peu probable, je le disais tout à l'heure, on ne se raconte pas des histoires. Si on peut avoir l'option peu probable d'un nouveau traité de l'Union européenne qui va dans le sens de ce qu'on veut, et donc tout va bien, ben non, on ne souhaite pas particulièrement sortir de l'Union européenne. Voilà, première possibilité pour le faire. Deuxième possibilité, s'il y a moyen de rester dans l'Union européenne, mais pour nous, de ne pas avoir à appliquer toutes les règles qui nous empêchent d'appliquer notre programme, ça nous va aussi. Et si on peut avoir ni l'un ni l'autre, on sortira des traités avec tous les autres pays qui sont d'accord pour faire la politique qu'on veut faire. Voilà. Donc, c'est ça le déroulé. Parce qu'en réalité, notre but pour nous, sortir de l'Europe, ou y rester d'ailleurs, n'est pas un but en soi. Ce n'est pas un but en soi. Notre but en soi, c'est appliquer notre programme. Bon, donc, voilà, oui, donc, je voulais juste répondre là-dessus. Donc le but, c'est bien de sortir du capitalisme en fin de compte. Parce que comment est-ce qu'on peut mener une politique écologique sans sortir du capitalisme? Je pense sincèrement que l'avenir de l'humanité n'est pas compatible avec la pérennité du capitalisme. Alors, l'application... Non mais je vais répondre. Excusez-moi, je voulais juste qu'on puisse s'entendre. Excusez-moi. Je le disais, c'est public, je le disais dans une conférence qu'on a faite ensemble avec Thomas Porcher, c'était à la Sorbonne mardi soir de mémoire. C'était filmé, mais c'est en cours de montage. Et on avait cette discussion sur le capitalisme, est-ce que c'est la fin de l'histoire, et donc implicitement, est-ce qu'il faut en sortir? Là, je te réponds avec ce qui est mon analyse. D'accord, je le précise. Il y a dans nos économies capitalistes, à l'heure actuelle, en France et dans d'autres pays, il y a des poches d'économie socialisées. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait, oui. Service public, par exemple. Oui, mais par exemple les services publics. Pourquoi c'est quand même des économies capitalistes? Pourquoi on ne considère pas que c'est des économies socialisées ou des économies entre les deux? Parce que la part capitaliste de l'économie est largement majoritaire. Bien, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Si on applique l'avenir en commun, tel qu'il est rédigé à l'heure actuelle, nous ne serons pas dans une économie communiste. Non.
Nous ne serons pas non plus dans une économie simplement collectiviste sans être nécessairement strictement communiste. Non plus. En revanche, la part de l'économie socialisée deviendra prépondérante dans l'économie, ne serait-ce qu'en appliquant nos programmes d'investissement public et nos programmes de renationalisation. Et donc, il restera une part d'économie capitaliste, mais comme elle sera minoritaire, c'est pas 5%, hein, c'est un peu en dessous de la moitié, on est d'accord. Hein. Non mais je veux pas raconter des histoires aux gens. Bon. Comme nous serons passés dans une économie dans un système où l'économie socialisée est devenue majoritaire et non pas minoritaire, eh bien, au sens strict de ce que les mots veulent dire, nous serons sortis du capitalisme. Et donc l'avenir en commun prévoit bien la sortie du capitalisme. Mais pas au sens, il n'y aura plus rien de capitaliste dans l'économie, c'est pas vrai. Mais au sens, l'économie socialisée deviendra majoritaire au lieu d'être minoritaire. Alors, je fais une parenthèse, ceux qui vous disent c'est déjà majoritaire parce que les dépenses publiques sont plus de 50% du PIB, c'est des conneries. Ça n'a aucun sens de raisonner comme ça. Oui, bah, c'est ce que j'appelle transition socialiste. Ah bah oui, donc on tombe d'accord. On peut peut-être avancer depuis 2008 qu'en fait le capitalisme est déjà mort, puisque la démonstration est déjà faite. Je ne rigole pas. Le capitalisme n'a été sauvé que par la désocialisation des réserves financières. Oui, notamment, enfin bon, je ne suis pas un grand économiste, tu sens non plus doué que moi pour l'exprimer. Je suis pas un grand économiste non plus. Mais il faudrait le glisser de temps en temps, c'est-à-dire que en 2008 en particulier, d'autres crises comme ça, on sait que le capitalisme n'est pas du tout un système stable et solide. On le sait depuis toujours. C'est bon. Il a été sauvé parce qu'on a sacrifié justement les régimes de retraite, les régimes de protection sociale divers et variés pour éponger la dette du capitalisme grâce au travail des citoyens. Donc, moi, ce débat sur le capitalisme, je le trouve vraiment un peu... Non, mais je t'en prie, tu as dit. Non, mais j'ai dit. Ok. Non, simplement, il me semble abusif de dire que le capitalisme est mort. En revanche, il y a... Il bouge encore. En revanche, il est, en termes de stabilité, il est très mal en point, puisqu'il ne tient que sous perfusion, littéralement. Et le problème, c'est que, en étant sous perfusion, son fonctionnement, de par sa nature même, hein, j'insiste là-dessus, nous nous engage déjà, à l'heure où on parle, dans l'extermination de la vie sur Terre. Absolument. Donc en d'autres termes, il n'y a pas d'alternative à la sortie du capitalisme. Donc pour moi, on peut très bien défendre le point de vue qu'il est mort. Pardon. Pour répondre à la question pour ou contre Macron. Je voulais dire pour ou contre Macron. Il faut savoir que si la France Insoumise a fait des accords avec 5 autres pays, il faut dire que Macron, le rêve absolu, c'est de prendre le pouvoir à la Commission européenne, à se faire élire. C'est pour ça qu'il a passé des accords avec Ciudadanos et d'autres partis en Allemagne et qui voudraient séparer le PPE à long terme pour avoir le macronisme, LRM, être un parti majoritaire en Europe. Ouais. C'est son but ultime à lui. Ouais, je vois pas comment électoralement. Je comprends, mais je vois pas comment. Parce qu'il n'y a pas assez de pays où il y a une force qui soit l'équivalent de ce qu'il a. Oui, mais c'est ce qu'il voulait au départ créer dans d'autres pays européens. Oui, je comprends bien, mais c'est juste que typiquement en Allemagne, il n'y a pas d'équivalent. Attends, c'est Macron. fini. Non, mais c'est Il y a fini. 2 ans, il n'y avait pas d'équivalent Macron non plus. Hein. Il est là. Non, mais d'accord, mais je dis juste, en l'état actuel, les partis avec lesquels tu peux signer ou pas, à moins que dans les 6 mois qui viennent, il y ait des partis qui existent et qui fleurissent, admettons, hein, mais à moins que cette opération-là soit lancée, c'est possible, hein, mais à moins qu'il y ait une opération comme ça qui soit lancée, il n'y a pas des masses de partis qui soient sur la même ligne qu'En Marche. Ça dépend des pays, en fait. Il y aura plus de... Non, parce que si, sur le fond, ça pourrait, mais ils sont pris dans des logiques de « je fais partie de la grande coalition groupe parlementaire de gauche », alors pas de gauche de mon point de vue, mais... ou de droite, et même si, sur le fond, En Marche correspond à certains mouvements de droite dans tel ou tel pays et certains mouvements de gauche dans tel autre, mais comme ils sont chacun dans leur mastodonte de groupe parlementaire, tous bien serrés, la probabilité qu'il arrive à faire une coalition est faible, mais après tout, pourquoi pas. C'est pas nos oignons, après tout. Nous, on est en concurrence. Mais ça veut dire,
il a une image à long terme, lui. Donc à nous de l'avoir aussi. Bah on l'a, puisque pour le COP. Mais oui, bien sûr. Je comprends, il peut être contre parce que lui, il veut détruire l'Europe et s'imposer au niveau européen. Alors, excusez-moi, juste, je voudrais, si on est tous d'accord là-dessus, qu'on passe à des questions plus ouvertes. D'abord parce qu'on ne veut pas faire trop tard. Et ensuite, que je ne voudrais pas qu'on passe involontairement à côté de telle ou telle question, qu'elle soit politique ou pratique, qui se poserait pour vous. Par exemple, souvent on a des questions, je prends un exemple, souvent on a des questions sur des questions de financement. Souvent j'ai droit à ça quand je dis, on pourrait peut-être parler aussi de questions pratiques, il y a quelqu'un qui lève la main et qui demande, bon, comment on fait pour le fric? Bon, je vous le dis, c'est juste... Ouais. La question que je vais poser, la presse, elle ment, elle continue à mentir. Hein. Elle est uniquement aux mains pratiquement de la finance. Comment on peut faire pour essayer d'inverser ou tout du moins d'empêcher qu'ils aient cette mainmise constante, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, alors, constamment. Et il faut savoir qu'il y a une loi qui tenterait d'éliminer les réseaux sociaux, ou tout du moins de les museler. Alors, là-dessus, j'essaye de faire des réponses courtes. Si, à partir du moment où la France insoumise arrive au pouvoir, il s'ensuit la désignation de dirigeants pour l'audiovisuel public, qui est une autre vision de l'audiovisuel public que celle qui est appliquée actuellement. Et donc, par conséquent, le système médiatique privé qui penche à droite sera équilibré par un système audiovisuel public qui penche à gauche. Et donc nous n'aurons pas... Il ne faut pas demander aux médias la neutralité parce que tout média a le droit souverain, j'allais dire, d'avoir une ligne éditoriale. En revanche... Les subventions. Oui, bien sûr, mais j'ai juste... Tout média a le droit d'avoir une ligne éditoriale. Faut pas, le Figaro n'a pas à s'excuser d'être de droite. Bon. En revanche, il faut qu'il y ait un équilibre de la totalité. Et qu'est-ce qui permet cet équilibre de la totalité? Eh bien, puisque ça penche tout seul à droite, il faut que le service public de l'information soit à gauche, en termes de ligne éditoriale. Oui, parce qu'il y a l'information et puis il y a la ligne éditoriale. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, je voulais savoir du coup par rapport à la question d'avant, par rapport aux médias en fait. Par rapport aux médias. Ouais. Puisque tous les médias, quasiment à 95%, appartiennent à des milliardaires. Comment on le reprend? Le média privé. Oui, non, mais d'accord, mais enfin non, mais Libération, Le Point, l'Express, tout ce que tu veux, à partir des milliardaires. Comment on leur reprend ça en fait? Privé. Oui, enfin vu que c'est ça qui se vend dans la presse, qui passe à la télé partout, comment on fait? Eh bien, c'est ma question. On prend le pouvoir par les urnes et on demande et on obtient une nouvelle ligne éditoriale dans l'audiovisuel public. Ah mais d'accord, mais du coup ils continuent à vendre leur merde en fait. Oui, ça dépend. Mais attends, et c'est important, et c'est très important qu'ils en aient le droit. Parce que c'est pas parce que nous on pense que c'est de la merde qu'on doit interdire que cette vision-là du monde s'exprime. C'est ce qu'a fait Chavez. Hein. Simplement. C'est ce qu'a fait Chavez. Attends, simplement. Il a eu raison d'ailleurs. Ah bon? Non, non madame. Absolument pas. Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a encore au Venezuela 60% des médias qui sont privés. Excusez-moi. Non mais juste, simplement pour dire que, pour équilibrer, ce que je disais tout à l'heure, simplement, pour équilibrer le paysage médiatique privé qui tout seul penche à droite, voire très à droite, eh bien il faut que l'audiovisuel public, lui, penche à gauche. C'est ça. Et comme ça, on a un équilibre. Ce sera la ligne éditoriale du pouvoir. Mais c'est déjà la ligne éditoriale du pouvoir. Comment dire? Le service public applique une ligne qui ne tombe pas du ciel. Il applique une ligne qui est exigée par ses dirigeants. Qui nomme les dirigeants de l'audiovisuel public? Le pouvoir politique. Oui, donc, le pouvoir politique. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, ceux qui vous disent dans l'audiovisuel public, oui, nous sommes neutres, bah, c'est faux, ils ont une ligne éditoriale. Vous voulez savoir quelle est la ligne éditoriale d'un média, vous regardez qui est éditorialiste chez eux. Et donc, si vous voulez savoir ce que France Inter pense sur la politique économique, vous écoutez Dominique Seux. Et donc, vous savez que sur la politique économique et sociale, France Inter est de droite. Vous voyez, par exemple. C'est qu'un exemple, hein, vous voyez. Il n'y a pas de neutralité du service audiovisuel public. Et donc, le pouvoir politique est légitime à souhaiter tel ou tel truc.